Sans trop tarder, je passe la parole avec joie à ma très chère collègue Madame Sana El-Boukhari, qui va en fait présenter une communication sur les méthodes d'équation structurelle dans la recherche en management éducatif, état des lieux et perspectives. Et je tiens à remercier Madame Boukhari d'avoir pensé à faire une telle présentation à l'auditoire, parce qu'aujourd'hui, l'équation structurelle est parmi les méthodes innovantes. Et moi, j'ai toujours en fait la consacrée comme une méthode magique. Il y a M. qui est en train de regarder. Parce que pour moi, c'est l'équation structurelle comme une méthode qui était inventée. Donc, je suis en train de parler le temps que Mme Boukhari branche son ordinateur. Comme une méthode qui était inventée au premier lieu en sociologie américaine et par la suite dans les sciences de gestion. Aussi, la psychologie, il a essayé de revenir pour pratiquer les méthodes d'équation structurelle, comme des méthodes aujourd'hui qui nous aident à dépasser ce qui ne marche pas lorsqu'on fait recours à la régression traditionnelle. Je pense. Voilà. Donc, à vous la parole, Madame Boukhari. Vous avez 15 minutes pour présenter votre communication. Merci Madame la Présidente. Vous avez très bien résumé le contenu de ma présentation. Donc, bonjour tout le monde, cher Monsieur le Doyen, chers collègues, chers étudiants ici présents, chers doctorants. C'est une immense joie d'être parmi vous aujourd'hui pour justement présenter les résultats d'une étude empirique qui a été faite avec mes collègues Oussed Khalid Imami, bien sûr que vous connaissez puisqu'il est de la maison, et Seda Latifa Al-Alawi, qui elle aussi on peut considérer qu'elle est de la maison, hein, depuis le temps elle est avec nous, elle nous accompagne sur pas mal de projets, elle est présente parmi nous. Donc l'intitulé de cette communication est les méthodes d'équation structurelle dans la recherche en management éducatif, avec un état de lieu et des perspectives éventuellement suite aux différents résultats qu'on va essayer de restituer. Alors, la présentation va être scindée en plusieurs points. Je vais essayer de mettre ici, juste en face des statistiques, parce que je ne les ai pas tous en tête. Donc, je vais rapidement un petit peu dresser le contexte et les objectifs de cette recherche-là, la méthodologie qui a été adoptée pour justement aboutir aux différents résultats et les principaux résultats, puis dans une deuxième partie, si vous voulez, on va parler un petit peu des modèles d'équation structurelle, ou les SEM, comme c'est connu hein, dans les recherches à l'international. Et puis, pour finir, hein, on dressera quelques limites et perspectives de recherche. Alors, rapidement, sans trop tarder, l'idée de cette communication était justement, ou de cette étude empirique, était justement de dresser hein, un état des lieux de ce qui se fait ici, à la FSE, au niveau du management éducatif, et de le positionner par rapport à ce qui se fait ailleurs. Alors, vous savez très bien que la recherche n'a pas de frontières, n'a pas de limites, c'est international. Hein, à un moment donné, à chaque fois, Monsieur le Doyen il nous incite justement à aller vers la recherche, à publier, à contribuer à des revues indexées. Mais aujourd'hui, il y a des normes, il y a des règles, il y a un certain nombre de contraintes, si vous voulez, ou en tout cas, c'est des normes, hein, qu'on le veuille ou non, donc justement à respecter afin de pouvoir justement publier dans des revues indexées internationales, de rang 1, de rang 2, rang 3 éventuellement. Alors l'idée, l'objectif de cette recherche-là, c'est d'abord de positionner ce qui se fait ici en management, ou ce qui s'est fait ici à la FSE entre 2018 et 2022. Donc on a pris 5 années, hein, le laps de temps qui a été exploité. Donc dresser cet état des lieux et de voir le positionnement des méthodes d'équation structurelle par rapport
aux différentes publications. Alors, je dresse rapidement un topo sur la méthodologie. Donc, la période d'étude, c'était les 5 dernières années, de 2018 à 2022. La portée de l'étude, elle a spécifié un seul axe des sciences de l'éducation, c'est-à-dire on s'est focalisé sur les thèses qui ont été publiées entre 2018 et 2022, ici à la FSE, sur le management éducatif. Alors, au total, il s'agit de 70 thèses. Donc, avant de continuer, je tiens véritablement à remercier mes étudiants du Master Management et Leadership éducatif qui nous ont véritablement aidés, justement, et qui ont passé des journées à la bibliothèque pour un petit peu passer en revue les différentes thèses. Et donc, plusieurs critères ont été choisis. Donc, au total, 7 critères. La spécialité ou sous-spécialité du management éducatif, le positionnement épistémologique, la logique de raisonnement, la zone géographique, c'est-à-dire la portée de l'échantillon, les méthodes de collecte de données, méthodes d'analyse de données et les outils de traitement statistique. Donc, je vais présenter juste après les différents résultats et à partir de là, on va aller vers le positionnement des modèles d'équation structurelle et voir s'il est mobilisé ou pas, ou en tout cas à quel degré il est mobilisé dans nos publications, plus exactement dans nos thèses qui sont soutenues ici à la FSE. Alors les principaux résultats rapidement, je ne vais pas trop tarder. Donc dans le management éducatif, entre 2018 et 2022, c'est-à-dire sur un laps de temps de 5 années, donc en management général, il y a eu 47 thèses sur 70 qui ont été publiées. 15 thèses plutôt en RH, 6 thèses en communication et les autres, c'est assez transversal en management éducatif, c'est-à-dire on est sur 26 thèses, que ce soit sur la RSE, sur le KM ou sur d'autres, même sur la stratégie, sur les finances ou d'autres éléments en relation avec le management éducatif. Paradigme épistémologique, alors là, on ne déroge pas à la règle. Donc, assez classiquement, nous sommes sur 39 thèses quand même, pratiquement plus que la moitié en paradigme positiviste, c'est assez classique. Donc là, on est véritablement dans la même longueur d'onde de ce qui se passe ailleurs, c'est-à-dire que ce soit au Maroc ou même à l'international. Paradigme interprétativiste avec une montée assez intéressante, on est sur 19 thèses. Constructiviste, mais ça c'est le terrain qui est un petit peu difficile, hein. On est sur des recherches-actions, on est sur 11 thèses, c'est pas mal du tout, hein. On peut toujours aller dans ce sens-là. Et non précisé, donc c'est des thèses qui ont été soutenues, mais dont le paradigme n'a pas été déterminé. C'est-à-dire que le doctorant ou la doctorante ne sait pas, en tout cas il n'a pas déclaré clairement son positionnement, donc nous on ne l'a pas déduit, hein, tout simplement. Alors, le raisonnement adopté, donc on rejoint un petit peu ce qui a été présenté dans la logique de raisonnement. Donc, la déduction, ça va de soi avec le positivisme, hein, c'est des corollaires. La logique déductive ou l'hypothético-déductif, on est sur la moitié, 33 thèses. L'induction, 23 thèses. L'abduction, hein, c'est des allers-retours entre l'induction et la déduction, on est sur 12 thèses. Et là aussi, 14 thèses, ou en tout cas, 14 travaux n'ont pas déclaré clairement quelle logique de raisonnement ont-ils adopté pour asseoir leur résultat. La zone géographique, donc Rabat Salé, c'est en tête de liste, on est sur la moitié. C'est un peu normal, nous sommes à Rabat, hein, donc la plupart s'orientent vers ce terrain de recherche. Casablanca, c'est en deuxième rang, hein, c'est à côté, c'est 14, puis après vous avez ici 7, Tanger, Fès, Marrakech, ainsi de suite, ou non précisé malheureusement. Alors déjà sur cette question de non précisé, moi je tiens à souligner que ça c'est des critères qui sont hyper importants pour justement, qui permettent de, enfin c'est des critères qui renvoient à la qualité quand même des travaux. Donc ça serait bien que si parmi nous il y a des doctorants, ça c'est très intéressant de positionner, hein, de marquer son positionnement épistémologique, de bien décrire son échantillon, sa logique de raisonnement, parce que c'est des choses, néanmoins c'est la base, donc il n'y a pas d'excuse, je veux dire. Alors les méthodes de collecte de données, ça c'est ce qui nous intéresse aussi. On est sur pratiquement 56%
d'études mixtes, c'est-à-dire qu'on va mixer entre le quali et le quanti. Parfois, on commence par le quali, un quali exploratoire. Par la suite, il s'ensuit un quanti, si vous voulez, d'approfondissement des résultats quantitatifs, ou l'inverse. On commence par un quanti et par la suite, on essaie de compléter quand les résultats sont un petit peu surprenants, en tout cas, ou aberrants. On essaie de compléter avec un quali. Alors, 56% c'est du mixte. Par la suite, vous avez 33% c'est du quali, un petit peu de quanti. Alors, le quanti, je comprends un petit peu le souci des doctorants, c'est parce que c'est un petit peu difficile. Et justement, l'objectif de cette recherche-là, c'est de mettre en avant la méthode des équations structurelles qui devrait absolument être mobilisée dans les thèses et même dans les recherches, les publications, même pour nous en tant que chercheurs, enseignants-chercheurs, parce qu'aujourd'hui, c'est devenu une nécessité pour justement publier dans des revues internationales indexées, rang 1, rang 2, etc. Alors, les méthodes quali, rapidement, vous avez des entretiens semi-directifs à la tête, en tête de liste, suivis par la suite d'autres éléments, l'analyse documentaire complémentaire. Parfois, c'est pas précisé, 19 thèses, c'est pas précisé, c'est quand même assez, on se demande parfois pourquoi c'est pas précisé, etc. L'entretien tout court, sans dire pour autant si c'est directif ou pas, ça c'est 23 thèses. Alors, sur les méthodes quanti, on reste surtout sur les statistiques de première génération, avec 19 thèses quand même. Là, c'est véritablement très difficile quand même de comprendre ce qui se passe derrière, puisque vous avez sur 70 thèses, 54 thèses où c'est pas mentionné quel type d'analyse on a mobilisé. Ça, c'est le professeur Belmouden peut-être va le confirmer, mais c'est quand on fait du quanti, c'est du solide, c'est dans la même longueur d'onde que ce qu'avait dit le professeur Khalid Meriem. On est dans le jeu, mais ici le jeu il est moins drôle. Il est artistique mais moins drôle, parce qu'on va jouer avec les chiffres, avec les statistiques, avec les mathématiques, mais véritablement c'est artistique. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de découvrir. Moi, j'ai une seule idée à faire, au-delà de l'état des lieux, j'ai une seule idée à faire, à transmettre aujourd'hui. Vous allez la découvrir rapidement. C'est cette question qui est derrière les équations structurelles. Et ça va faire véritablement, ça va apporter une vraie valeur ajoutée à nos publications au sein de la FSE. Alors, rapidement, je ne tarde pas. Alors, je reviens ici. Alors, sur les équations structurelles, il n'y a que 4 thèses sur 70 qui ont mobilisé les équations structurelles. Ça c'est quand on est vraiment très loin de ce qui se passe ailleurs. Que ce soit dans d'autres disciplines, des sciences sociales de manière générale, en sciences de gestion, en sciences économiques, etc. Et puis, on est très loin de ce qui se passe en dehors du Maroc. Encore une fois, la recherche n'a pas de frontières. 4 thèses, ça c'est très peu. Alors l'idée aujourd'hui, c'était de dire, là, il faut arrêter, il va falloir un petit peu aller dépasser les statistiques de première génération et aller vers les statistiques de deuxième génération, parce que c'est ça ce qui va nous permettre, je parle de tout le monde, y compris moi, c'est ça ce qui va nous permettre de publier à l'international lorsqu'on fait du quanti. Alors, rapidement sur les logiciels, ça va de soi, on est sur autre, c'est pas précisé. Quels logiciels ont été mobilisés, ni pourquoi, ni quoi que ce soit. SPSS, c'est normal parce qu'on est sur les statistiques de première génération. Et puis, vous avez seulement Amos qui a été, et PLS, c'est les 2 logiciels, avec l'Israël c'est 0. Alors ça, c'est les 3 logiciels qui sont mobilisés pour les équations structurelles. Alors vous allez me dire, mais finalement, c'est quoi les équations structurelles pour les personnes qui ne connaissent pas? C'est des statistiques de deuxième génération qui permettent justement d'approfondir
l'apport ou en tout cas les contributions statistiques de SPSS. Classiquement, tout le monde utilise SPSS, mais aujourd'hui, SPSS n'est plus suffisant. Alors, je prends par exemple le cas de Amos. Amos, c'est l'extension de SPSS. Alors, ils permettent, qu'est-ce qu'ils permettent ce type de méthode d'équation structurelle. Là, c'était juste pour rappeler un petit peu le Conti, donc je passe. Alors, les méthodes d'équation structurelle, ils divisent les analyses à faire en deux parties. On a ce qu'on appelle les analyses factorielles confirmatoires, qui permettent un petit peu de confirmer, de revenir sur les outputs des SPSS, c'est très bien, et de dresser un petit peu des échelles de mesure qui sont tout à fait robustes, clean, avec des qualités psychométriques impeccables. Ça, c'est très bien. Donc ça, c'est le premier point, c'est le modèle de mesure. Et par la suite, nous avons le modèle structurel. Et c'est là le véritable, pour moi, ça, c'est le véritable apport des équations structurelles. Alors, classiquement, lorsqu'on est en train de tester un modèle théorique au niveau statistique, on prend hypothèse par hypothèse. On prend relation par relation. Classiquement, une variable à expliquer sur une variable explicative. Alors, les équations structurelles permettent de tester le modèle en entier. Et ça, c'est très bien. Parce qu'on rentre le modèle en entier, l'ensemble si vous voulez, l'ensemble des relations, vous en avez 20, 30, 40. Tout ça, on le fait sur la machine. Alors, je vous épargne ce qui se passe derrière parce que là, c'est une batterie de tests, beaucoup d'indices. Vous avez des indices d'ajustement absolu, incrémentaux, de parcimonie. Vous avez les GFI, AGFI, RMSOA. Ça, ils doivent être impeccables, NFI, CFI. Et le Q2 par degré de liberté, c'est ça ce qui permet de voir est-ce que votre modèle issu de la théorie est adéquat avec le terrain. Et ça, c'est très important. Alors, ça, c'est le premier point, c'est qu'on fait rentrer toutes les relations et l'ensemble du modèle dans la machine et on le teste. Bien sûr, nous avons des indices et des seuils à recommander. Et par la suite, on spécifie, on respécifie, on interprète. Alors là où c'est véritablement, on a un véritable apport, c'est que dans cette respécification, il y a deux choses. Le logiciel va vous permettre de nettoyer ce qui est issu de la théorie. Ça, cette hypothèse, elle est validée, celle-ci, elle n'est pas validée. Donc, on ne garde que ce qui est validé, que ce qui est accepté. Exactement. Mais là où véritablement il y a une valeur ajoutée, c'est que le logiciel, il vous propose des relations qui ne figurent pas dans la théorie. Il vous dit X ou XY semble avoir un impact sur Y. Mais ça, c'est la machine. Mais c'est à nous d'interpréter. Et parfois, et souvent, justement dans cette interprétation, bingo. C'est la véritable valeur ajoutée qui n'existait pas dans la théorie, que le logiciel m'a proposée et qui a une véritable interprétation scientifique. Et c'est là, c'est ça ce qu'on cherche dans les revues indexées internationales. Qu'est-ce qu'on apporte? L'originalité. Ben, tenez, voilà, l'originalité. Et c'est ça, véritablement, c'est pour ça que avec l'équipe, avec mes co-auteurs, on s'est dit, il faut quand même qu'on communique, qu'on partage ça. On a travaillé sur ça pendant plusieurs années. Il faut véritablement qu'on partage ça avec tout le monde pour qu'on puisse vraiment aller dans ce sens-là au sein de la FEC. Alors, je m'arrête là, je vais pas m'attarder sur le détail de comment ça fonctionne, parce qu'il y a des tests, etc. Mais pour ceux qui sont intéressés par le détail, il y a toujours l'article qui est rédigé que je pourrais partager avec vous. Alors, quelques limites peut-être adressées avant de terminer. Donc là, le choix, le nombre de critères, il a été de 7. Ça serait bien de compléter ce qui a été fait jusqu'à présent par une analyse, par type de direction, par genre du thésard. Aujourd'hui, la FNEJ, elle publie l'Observatoire des thèses avec le genre des thésards, le genre des encadrants. C'est assez surprenant, surtout lorsqu'on va sur la durée, on regarde un petit peu l'évolution de ces statistiques-là.
La durée moyenne de thèse, nos thèses se font sur quelle durée? 3 ans, 4 ans, 5 ans, est-ce que ça baisse, est-ce que ça augmente? C'est intéressant d'avoir cette visibilité sur notre production scientifique à la FSE. Les mots-clés, le but principal de la recherche, l'unité d'analyse, est-ce qu'on est sur des unités plus individuelles, plus institutionnelles, beaucoup plus... Donc il y a différents types de choses à intégrer dans ce type d'analyse. Alors une autre limite, c'est l'analyse simplicité linéaire, parce que jusqu'à présent, ce que j'ai présenté, je l'ai présenté de manière séquentielle et linéaire. Ça serait bien aussi de croiser. Croiser et, par exemple, la méthode de recherche avec la posture épistémologique et la logique de raisonnement, et voir ce que ça va donner. La période a été de 2018 à 2022, ça serait bien aussi d'étendre cette période-là, peut-être remonter jusqu'à faire la décennie 2012-2022 et voir ce qu'il en est, et actualiser chaque année avec les nouvelles publications, et voir où est-ce qu'on va. Ça permet aussi d'avoir une visibilité sur notre orientation de recherche au niveau de la FSE. Et le nombre limité des axes étudiés, Madame la Présidente, c'est le dernier point. Donc, ça serait aussi bien de répliquer ce travail-là par d'autres collègues, par d'autres chercheurs, sur d'autres axes des sciences de l'éducation, pour voir ce qu'il en est, et pas uniquement sur le management éducatif. Voilà, merci. Chers collègues, donc là, je vais profiter que M. le doyen est avec nous pour en fait piéger Mme Boukhari. Je pense qu'il doit programmer des ateliers, premièrement pour les enseignants, pour les doctorants, donc pour voilà, donc voilà. C'est bon. Donc voilà, donc je pense que ça sera un engagement alors de la part de Mme Boukhari. Oui, c'est bon, c'est bien. Je cherche toujours à vous piéger, ça fait plaisir. Et donc, sans trop tarder, donc, je pense que la présentation de Madame Boukhari, donc il a pris en fait une autre dimension par rapport en fait les présentations des trois intervenants, Mademoiselle Zreka, Monsieur Bentebe et Madame Khalil, pour revenir à un aspect très intéressant qui est l'aspect de la méthodologie et le choix méthodologique et les analyses statistiques, que je pense aujourd'hui c'est le moment à garantir en fait des recherches de qualité d'un côté et des deux normalement si on veut on vise l'internationalisation de nos produits. Donc le rayonnement de notre établissement ne passe certainement à travers un certain ensemble d'actions, mais passer par la voie de la recherche, par les publications internationales, elle reste en fait quelque chose de très intéressant qu'on doit le repenser. Et je pense que pour rester dans le coopératif, pour rester dans le faire ensemble, je pense qu'aussi aujourd'hui, donc la recherche et faire ensemble, c'est très intéressant pour donner un autre aspect plus profond et revenir à ce que M. Kriari a mentionné tout à l'heure, être dans une pensée complexe.